Bonjour à vous. Cela fait un moment que je voulais vous proposer des témoignages. Je pense qu'il est important et précieux pour les personnes qui sont dans l'école et pour les proches qui sont inquiets de voir des personnes de leur entourage dans l'école, d'entendre ces témoignages. J'invite les personnes qui aimeraient témoigner de façon anonyme ou non à me contacter. Chaque témoignage est précieux et unique. J'ai la chance de faire cette première interview avec une personne courageuse, la première à le faire, qui a été dans l'école Kimuntu pendant plusieurs années avant de la quitter. Elle va nous expliquer son parcours au sein de l'école et son cheminement qui l'a amené à rentrer dans cette école puis à en sortir. Elle souhaitait faire entendre ce qu'elle a à dire à toutes les personnes qu'elle a côtoyées, qui sont dans l'école ou qui s'apprêtent à y adhérer. Son histoire et ce qu'elle explique est très intéressant et je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. Elle témoigne de façon anonyme pour préserver sa vie privée et éviter le triste lynchage que l'on peut voir ces derniers temps envers les personnes qui décident de quitter l'école. Bonne écoute à vous. Bonjour à toi, déjà on peut se tutoyer, je suis très content que tu m'aies contacté pour cette interview. On va pas donner ton nom, mais on peut dire que tu as passé plusieurs années dans l'école initiatique Kimuntu et que tu en es maintenant sorti. Je vais te poser plusieurs questions pour essayer de comprendre ton expérience et ton vécu avec cette école. Et puis on est ravis d'entendre tes réponses. Je vais te poser une première question déjà. Je voudrais savoir si tu pouvais nous expliquer comment tu es rentrée dans l'école. Alors, je suis entrée dans l'école parce que j'étais dans une phase où j'essayais de me reconnecter en fait à mes racines africaines, mes racines d'origine. Et j'étais en quête en fait vivant en Occident, j'étais en quête de retrouver vraiment qui j'étais réellement. Parce qu'en fait, en gros, on vit comme des Occidentaux, on ne connaît rien en fait de nos traditions et surtout du point de vue spirituel, on était attachés aux religions, en tout cas pour ma part abrahamiques, qui en fait nous ont été imposées par les fouets, donc en tout cas par rapport à nos ancêtres, par rapport à mes ancêtres, et donc qui ne nous appartiennent, nous en tant que peuple mélanonien, ne nous appartiennent pas. Donc c'était vraiment une volonté de rompre avec ces religions et de retrouver en fait la véritable religion africaine. Surtout qu'en plus j'avais lu certains livres de Cheikh Anta Diop, les livres du professeur Motunde, qui m'ont vraiment en fait reconnecté à notre histoire, voilà, pas à l'histoire qui nous avait été imposée. Et puis j'avais eu différents vécus en fait aussi du point de vue spirituel. Avant même l'école, j'avais en tout cas un certain vécu spirituel, pas des visions, mais des ressentis, voilà. Et puis je suis tombée, toujours dans cette quête-là, je suis tombée sur une vidéo d'un gars, je dirais pas lequel parce que ça n'a pas d'importance, et en fait ce qu'il disait résonnait en moi, et était en concordance avec mon expérience du moment, et du coup j'ai réfléchi. Alors au début j'étais un peu méfiante et je me suis dit j'y vais, je vais regarder, je vais prendre un soin et puis je verrai bien ce que ça donne. Et finalement en fait ça s'est très bien passé, les soins m'ont fait du bien, j'ai fait les 4 soins Gataki qui m'ont vraiment pour le coup fait du bien. J'ai choisi le Nga selon ce que je ressentais en fait par rapport à ce qu'il dégageait, parce que je fonctionne beaucoup au ressenti. Et ça s'est très bien passé, ça m'a fait vraiment du bien, je vais pas mentir, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Mais comme je voulais pas créer de lien de dépendance, à vouloir faire des soins tout le temps et tout ça, j'avais vraiment pas envie de faire ça. Je me suis intéressée à l'école, et je voulais savoir en fait comment est-ce qu'il faisait ses soins, et la base en fait des soins. En gros, j'ai voulu savoir comment est-ce qu'il faisait pour pouvoir le faire moi-même, voilà. Et pas dépendre de quelqu'un.
Et donc du coup j'ai pris les cours, hein, c'est les Congolos. J'ai pris les trois, le premier, le deuxième et le troisième. Le premier, j'ai rien compris. Franchement, c'était... j'ai rien compris. Voilà. Du coup, je me suis dit, faut peut-être que je m'accroche et que j'écoute peut-être le deuxième. Les deuxième et troisième sont beaucoup plus pratiques. Donc du coup, ça m'a confortée dans l'idée qu'il fallait que je continue. Et puis, en écoutant quelques interviews et certaines personnes, en fait, qui intervenaient pendant les lives, qui disaient aussi qu'ils ne comprenaient pas, le fondateur de l'école expliquait qu'il fallait... comment il expliquait ça? Il disait qu'en fait, il fallait absolument intégrer le cours, le réécouter, le réécouter, le réécouter. En gros, c'est juste du rabâchage, hein. Autant être clair, hein. Pour soi-disant déconditionner notre cerveau pour pouvoir intégrer le cours. Sauf que, personnellement, ça bloquait. C'est quelque chose que je peux pas faire. Si je comprends pas, je peux essayer de réécouter une deuxième fois, mais si je vois au bout de la deuxième fois je comprends pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est que ça me correspond pas. Mais pour les pratiques, j'ai quand même essayé. Bon, ça m'a pas fait grand chose, sincèrement, je peux mentir. Ça m'a pas fait grand chose et je me suis un petit peu posé des questions. Je me suis dit, tiens, pourquoi ça fonctionne pas? Et j'ai essayé d'écouter un petit peu les témoignages de certains et j'ai encore écouté ce que disait le fondateur qui expliquait qu'il fallait pratiquer, 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 que ça finirait par fonctionner. Après les cours, je sentais que ça coinçait un peu. Je précise que les cours sont quand même pas donnés. Moi, j'ai pas particulièrement de problèmes financiers, mais quelqu'un qui... Les cours sont pas donnés, clairement. C'est vraiment... Je trouve que c'est un peu cher. C'est même pas un peu cher, c'est cher. Faut dire les choses. Alors, ils ont un système dans lequel, on peut payer en plusieurs fois, ce qui peut permettre, à certaines personnes d'y accéder, mais ça reste quand même un prix assez élevé, hein. Moi, n'ayant pas de problème financier, j'ai fait donc le KISS-EB en me disant que peut-être ça pourrait m'aider à peut-être mieux intégrer les cours. Et c'est là qu'en fait les rituels ont commencé. Donc le matin et le soir. Donc au début, c'est pas quelque chose... les rituels sont quand même assez importants, hein. C'est quand même... ça prend du temps, faut acheter du matériel... c'est pas quelque chose de si simple que ça. Et surtout, ça prend du temps. Au début, ça me dérangeait pas parce que je me disais que c'était un travail que je faisais sur moi-même, que ça m'aiderait probablement à me reconnecter à mes ancêtres, à mon moi intérieur. Donc vraiment, pour le coup, je n'étais pas... j'ai pas vu ça comme quelque chose d'intrusif ou de bizarre. Parfois ça fonctionnait très bien, ça me faisait du bien. Parce que c'est aussi un moment avec soi-même, donc voilà, un peu de temps qu'on prend avec soi-même. Parfois ça me faisait rien. Et parfois ça me faisait me sentir mal. Et pourquoi est-ce que ça me faisait me sentir mal? Parce que quand je ne sentais rien ou quand je me sentais pas mal, je me sentais coupable moi. Je pensais que c'était moi qui faisais pas bien les choses. Et donc du coup, ça commençait un peu à me peser. Mais au début, j'en avais pas trop conscience. J'essayais vraiment d'être à fond dedans. Après, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Donc quand c'est quelque chose de nouveau, on a l'enthousiasme du début. Et voilà, donc sachant que le KISS-EB, c'est quand même sacrément long, hein. Vraiment, ça peut prendre une année entière, hein. Voilà, donc, parce que chaque chakra, c'est un mois. Hein, donc voilà. Donc en parallèle du KISS-EB, je prenais les cours et les conférences. Donc, les conférences m'ont vraiment, pour le coup, il y a certaines conférences que j'ai vraiment aimées parce qu'elles rentraient en résonance avec ce que je connaissais déjà et ça m'a un peu rassurée et ce qui m'a permis aussi de continuer, c'est parce que certaines choses qui sont dites dans les conférences, je sens que c'est vrai, que voilà, et surtout ça me parle. Et surtout j'avais déjà appris
certaines choses qui sont dans les conférences au préalable auprès d'autres professeurs ou d'autres initiations. Donc du coup, c'était pas... je me disais, bon, bah c'est bon, t'es sur le bon chemin, c'est la bonne... je doutais pas. Voilà, je doutais pas, je me disais, voilà, il fallait que je continue. Donc du coup, pour les conférences, oui, j'avais pas de... J'étais pas... Ça me perturbait pas. Enfin, voilà, j'écoutais et ça me parlait. Et quelques choses, les quelques bizarreries, je les mettais de côté parce que comme une bonne partie des choses me parlaient ou étaient confirmées par d'autres choses que dont j'avais fait les recherches, j'étais pas trop perturbée. Par contre, j'ai deux anecdotes un peu pour les conférences qui m'ont un peu que j'ai mis de côté, que j'ai pris et que j'ai mis de côté dans un coin de ma tête. La première anecdote, c'était la conférence sur la mélanine. J'avais en fait déjà entendu sur une chaîne qui s'appelle Terre Dieu Avenir, qui est vraiment tenue par un frère qui est extraordinaire, qui avait fait un travail très très fourni, très détaillé sur la mélanine. Et donc je me suis dit, en écoutant ce que le fondateur de l'école a fait, ça va peut-être venir compléter ce que je sais déjà en fait, les notes que j'avais prises sur le premier, les vidéos qui avaient été faites par le frère de Terre Dieu Avenir. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'en fait il y avait beaucoup de choses qui avaient été plagiées. C'est-à-dire qu'en fait beaucoup de choses, soit c'est... Dans mon esprit je me suis dit, bah, c'est pas du plagiat, c'est peut-être parce qu'ils ont peut-être les mêmes références et les mêmes... Mais je sais pas, ça m'a tiqué, ça m'a fait un petit truc, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, c'est quand même exactement la même chose. Donc bon, je l'ai gardé en tête et puis je l'ai mis de côté. Voilà, parce que voilà, je l'ai mis de côté. Et puis la deuxième anecdote, c'est une conférence sur les métiers et très clairement, j'ai rien appris. Voilà, j'ai strictement rien appris à la fin de la conférence. Je l'ai écouté attentivement, j'ai écouté les questions que les gens avaient posées et tout après, parce que je l'avais pas pris en live. Sincèrement, j'ai rien appris. Et là aussi, ça m'a un peu heurté. Je me suis dit, c'est quand même bizarre quand même de faire un truc dans le vent. Enfin, encore une fois, j'ai mis de côté. Je me suis dit un petit truc comme si mon cerveau me disait, garde cette information en tête. Donc tu as commencé à avoir des doutes que tu mettais de côté. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu mettais ces doutes de côté et comment ça a évolué? Donc, comme je te l'ai dit, j'ai toujours... En réalité, je me rends compte que c'était les petits trucs que je mettais de côté, c'était des doutes que je mettais en fait de côté. Pourquoi est-ce que je les ai mis de côté? Tout simplement parce que, justement, dans l'enseignement, on nous apprend que les doutes, c'est comme des idées icéphétiques en fait, des pensées icéphétiques, et que du coup c'est comme c'est Icéphète qui est en train de se battre avec toi puisque tu rentres dans l'initiation entre guillemets. Du coup en fait t'as des parts de toi qui doutent, et en gros en fait faut mettre de côté ces parts de toi parce que ce n'est pas toi. Donc ça, c'est ce qu'on te dit à l'école. On te dit que si tu as des doutes, il faut pas les écouter. Exactement, en fait, on nous dit que les doutes font partie de l'enseignement, et en gros, c'est comme des remises en cause pour savoir si on a bien compris les leçons. Voilà, en gros, c'est fait qui te pose des questions pour savoir si tu as bien appris la leçon, et si tu n'as pas bien appris la leçon, du coup ça t'ébranle, ça te perturbe. Voilà. Et comment ces doutes ont progressé par la suite? En fait, ce qu'il y a, les doutes venaient aussi avec le mal-être en fait qui s'installait un petit peu à l'intérieur de moi, dans le sens où quand je me sentais pas bien, je me disais que c'est parce que j'avais pas bien fait les rituels, que j'avais pas bien fait mon bouclier, et du coup je me sentais encore plus mal de pas bien faire les choses. Donc du coup c'était comme une espèce de cercle vicieux, à me dire, à essayer de combattre à chaque fois mes idées entre guillemets, mes mauvaises pensées,
ma mauvaise posture. J'étais tout le temps, en fait, j'étais jamais vraiment moi-même, en fait. C'est comme si je me dédoublais un peu. Donc comme on nous expliquait que c'était normal, que en gros c'était des choses qui étaient en nous, qui sortaient, en gros c'était le nettoyage, encore une fois, je le mettais de côté, mais ça commençait de plus en plus à prendre de la place. On me dit, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que je me sens pas bien, il faut vraiment que je fasse ça comme ça, et tout, et ça devenait, en fait j'avais l'impression de vivre à côté de moi, c'est-à-dire de ne pas être dans le présent, ne pas être dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que j'observais tout ce que je faisais, j'observais ce que les autres faisaient, j'analysais en fait ce qui m'arrivait, et ça commençait à devenir pesant, vraiment. Et est-ce que ça avait un impact sur ta famille? Alors, l'impact sur ma famille, alors j'ai une chance extraordinaire, c'est que ma famille m'a jamais jugée. Ils m'ont jamais jugée, ils m'ont jamais dit, en tout cas quand j'ai commencé, ils ont compris ma démarche. Donc par conséquent, j'ai continué, voilà. Par contre, effectivement, certains membres de ma famille m'ont commencé à me dire que j'étais un peu bizarre. Non, c'est pas le mot bizarre. Ils sentaient que j'étais distante, voilà. Que je commençais à devenir distante et que je commençais un peu à changer. Sauf que le discours de l'école, c'est que c'est normal, je vais changer, que je serai une nouvelle personne, la véritable personne. En gros, comme je vais augmenter au niveau de ma conscience, je ne serai plus moi-même. Bon, là-dessus, je me suis dit oui, après tout, ils doivent savoir ce qu'ils disent. Et ça te mettait pas des doutes? Ça me mettait des doutes sans me mettre. C'est-à-dire que tant que j'étais dans le cheminement, je me dis que ça faisait partie du cheminement. Mais ça me mettait mal à l'aise. Ça me mettait mal à l'aise. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise. J'ai eu d'autres doutes aussi également, dans le sens où il y avait des sortes de dissonances cognitives qui se créaient en moi. Surtout quand j'écoutais en fait, pas ces conférences, mais ces interventions sur YouTube. À chaque fois, il expliquait qu'il fallait surtout pas, je parle du fondateur, hein, qu'il fallait pas faire comme lui, que lui, il était à un niveau différent, que voilà, qu'il fallait pas essayer de le suivre, etc. Le suivre dans le sens de faire la même chose que lui. Mais en même temps, il arrêtait pas de parler de lui, que lui il faisait ci, que lui il avait réussi à être, que c'était un entrepreneur, que c'était un businessman, que c'était un diplomate, qu'il avait réussi ses études, etc. Et donc ça crée comme une espèce de, de mal-être en moi. Je me dis mais en fait, pourquoi est-ce qu'il il a besoin de dire ça s'il faut pas suivre ce qu'il fait? C'était curieux dans mon esprit. C'est quand même bizarre d'être. Je sentais comme une absence d'humilité en fait. Et du coup, je me dis, si c'est quelqu'un qui est dans le Zola, pourquoi est-ce qu'il a besoin en fait, à tout prix, de tout le temps de se mettre en avant en fait, de mettre en avant ses capacités, ses diplômes, sa situation financière, qui peut aussi ne pas correspondre à tout le monde en fait. Chacun sa vie. Et de donner en fait des exemples de sa vie comme exemple, en disant moi je fais ça, moi je mets mes enfants à telle école parce que c'est important, pourquoi, etc. Enfin, ça n'avait pas pour moi de... C'est comme si en fait c'était on disait quelque chose et puis le contraire. Ça faisait un peu bizarre, ça me mettait mal à l'aise. Et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ça me mettait mal à l'aise, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et est-ce qu'il y a d'autres dissonances comme ça, ou des contradictions que tu voyais ou que tu ressentais? En fait, oui, parce qu'il y avait dans certains discours des contradictions, c'est-à-dire qu'on vous demande d'avoir une telle posture, mais cette posture, enfin, pas forcément une posture, c'est pas le bon terme. On vous demande, oui, d'être dans le Zola, mais en même temps de vous détacher de certaines choses et de certaines personnes, y compris des personnes de votre entourage.
En gros, on vous explique que parfois votre famille, ce qui peut être le cas, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des familles qui peuvent être toxiques, que votre famille, en gros, peut être votre ennemi et que il faut en fait s'en écarter et pas forcément écouter ce qu'elle dit, etc. Et moi, ayant une famille non toxique, j'avais des fois du mal à comprendre en fait ce mécanisme en fait de mettre de côté sa famille. Donc heureusement je le faisais pas. Voilà, je l'ai pas fait. Mais ça me gênait parce que je me dis que je suis pas la seule en fait, que je n'étais pas la seule à avoir une famille qui n'est pas toxique. Et quand bien même la famille serait toxique, il y a d'autres moyens que de les rejeter complètement. Voilà, je comprenais pas. Ça tiquait en fait, en moi. Et est-ce que tu en as parlé à ta famille? Alors, j'en parlais pas à ma famille, mais bon, ils voyaient en fait quand je faisais les rituels, donc ils savaient que j'étais dans l'école. Quand ils me posaient des questions, je leur répondais. Je leur cachais pas, mais j'en parlais pas au quotidien tout le temps. Enfin, c'est pas. Moi, pour ma part, c'était une démarche personnelle, donc j'avais pas besoin de leur en parler puisque c'était quelque chose c'est un travail que je faisais sur moi personnellement. S'ils avaient des questions, je leur expliquais, mais j'étais pas, je faisais pas de prosélytisme en fait. Je n'en parlais pas en permanence. C'est pas quelque chose que je faisais. Tu m'as expliqué qu'à un moment donné, il y a un des membres de ta famille qui s'est inquiété et qui a exprimé des doutes beaucoup plus forts. Donc effectivement, quand cette personne, ce membre de ma famille a émis ses doutes, en fait j'étais en partie formatée parce que justement à l'école on nous apprend que si jamais une personne vient et commence en fait à critiquer l'école ou à émettre des doutes sur ce qu'on faisait, c'est que cette personne n'avait pas le même niveau de conscience que nous. Et donc par conséquent, c'était pas nécessaire de discuter avec cette personne, il fallait juste l'écouter et en gros mettre de côté ce qu'elle disait. Voilà. Et du coup, comment t'as réagi avec elle? J'ai été... Alors je vais le dire, hein, je trouve que j'ai été très hautaine. Voilà. Assez hautaine et le fait en fait je vais le cacher, hein, le fait de se croire à un niveau de conscience supérieur aux autres fait que ça flatte notre ego. Et donc je pense que j'étais gonflée de mon ego, de me dire que moi je fais ce travail sur moi et que par conséquent elle peut pas me comprendre puisque je fais ce travail et que elle non ne le fait pas. Donc par conséquent, comme on n'a pas le même niveau de conscience, elle peut pas me comprendre quoi. En gros, qu'est-ce qu'il expliquait du coup que je gardais en tête, c'était en gros quelqu'un qui est au 30e étage, je peux pas parler avec quelqu'un qui est au 15e. Voilà. Et donc j'avais une certaine forme de pas de mépris, j'étais pas méprisante mais hautaine. Tu parles mais en fait tu peux pas le comprendre. Tu expliques que ta famille était compréhensive et en même temps t'as glissé doucement dans quelque chose que tu n'as pas vu et au moment de cette confrontation finalement il y avait déjà un décalage avec ta famille que tu n'avais pas forcément voulu ou vu. J'étais déjà préparée, ouais. Parce qu'en fait, on vous prépare déjà à aux réactions des différentes personnes autour de vous. Voilà, c'est clair. Voilà. Après, ça a atteint un degré supérieur avec cette histoire de possession. Voilà, hein, qu'une personne qui n'a pas la même façon de penser que vous est forcément une personne possédée. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, j'ai continué. Bon, comme c'était un membre de ma famille et que, comme je dis, ma famille est vraiment bienveillante, je me suis dit que il y avait un problème au niveau de cette posture de me croire supérieure. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, du coup, mon discours a changé. Et pour que j'accepte en fait le fait que cette personne ne me comprenait pas, je me disais qu'en fait, je lui disais, pour aussi la rassurer et aussi me rassurer moi, que je la comprenais, mais que j'avais pas la même vision qu'elle des choses et que c'est pour ça que
peut-être elle ne comprenait pas, voilà, ça me gênait tellement de me sentir, il y a un moment où de toute façon, enfin, son soi intérieur revient, on dit, il y a quelque chose qui, enfin, ça va pas bien dans ta tête de te croire supérieur aux autres, en fait. C'est pas parce que t'as fait quelques enseignements et quelques initiations que t'es au-dessus de la masse, en fait. Si je te comprends bien, ce que tu dis, c'est que c'est un peu cette bienveillance avec ce membre de ta famille qui t'a aidé, parce que avec cette bienveillance, tu n'as pas osé l'envoyer balader, on va dire ça comme ça, et que du coup, tu lui disais que tu comprenais sa position, mais du coup, tu écoutais ce qu'il avait à te dire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, j'ai pris le temps de l'écouter et de commencer en fait ça commençait, enfin, tous les petits doutes que j'avais à l'intérieur de moi et surtout en fait mon ressenti commençait à de plus en plus prendre de la place en fait. C'est mon ressenti qu'en fait je n'ai jamais lâché. Commençait en fait en gros à prendre plus de place en moi. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a plusieurs choses qui m'ont fait comprendre que ça n'allait pas. Déjà, je me sentais pas si bien que ça. Le fait d'être toujours en train de surveiller tout, de penser qu'il faut faire tel rituel à telle heure, tel rituel à ce moment-là, qu'il faut pas sortir sans ses boucliers, il faut faire sa takia à 3h du matin. Ça commençait à devenir lourd en fait. Les rituels prenaient trop de place, beaucoup trop de place, et parfois je comprenais même pas le sens. Par exemple, au Kizombe, j'en ai fait plusieurs. Il y a des choses qui faisaient sens pour moi, par exemple le fait de faire une méditation en parlant à son cœur, en fait, en donnant nos problèmes du moment au cœur. Enfin, ça me parlait. Par contre, de se lever le matin et de se frotter le corps de citron, je comprenais pas l'intérêt en fait. Ça devenait absurde en fait. Ça n'a pas de sens en fait. Je suis obligée de faire ça. Si vraiment en fait on est connecté à la source, on n'a pas besoin de faire toutes ces simagrées en fait. Ça commençait en fait à devenir pesant, de plus en plus pesant. Sans compter qu'en plus, je voyais aussi mon comportement changer. Je devenais pas méchante, je devenais pas une personne méchante. C'est pas méchant, c'est hautain et un peu cynique. Je devenais un peu cynique. Donc tu me disais que du coup tu as commencé à entamer un cheminement avec une autre vision, un autre regard qui est arrivé petit à petit. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Ce sentiment en fait de mal-être, j'aime pas dire le mal-être parce que j'étais pas non plus malheureuse, c'était pas non plus la catastrophe, mais c'était juste un sentiment d'inconfort, voilà. J'étais vraiment inconfortable, c'est-à-dire que je me posais beaucoup de questions, beaucoup, pas en permanence, mais presque, en fait. Pour mettre les choses au clair, j'avais des trans, j'avais des visions, j'avais des choses que j'arrivais à voir, mais en même temps, ça changeait rien à ma vie, et très sincèrement, les visions, en réalité, je les avais déjà avant l'école. J'avais déjà mes ressentis, etc., avant l'école. Donc, je me suis dit, mais en fait, ça change pas grand chose. Si ce n'est que, dans ma vie maintenant, il y a cette lourdeur des rituels. Et ce sentiment de culpabilité, si je ne les faisais pas, ou si je ne les faisais pas bien, ou si je ressentais rien. Voilà, par rapport en tout cas aux trans et aux visions. Donc, ça commençait il y a comme une espèce pas de fissure, mais de quelque chose de malaisant, enfin comme si j'avais les fesses entre deux chaises, et ou bien une chaise sur laquelle je m'étais assise, et en fait que j'ai trouvé extrêmement inconfortable. Voilà. Et du coup, comment s'est passé ton réveil, si je puis dire?
il y a plusieurs facteurs. Il y a en gros 3 facteurs principaux qui ont fait, qu'à un moment, en fait, c'était plus possible. Le premier facteur, c'est que, en fait, quand on rentre dans l'école, on te coupe de ton ressenti. Et on te coupe, en fait, de ta part gardienne. Enfin, moi, j'appelle ça la part gardienne. Enfin, d'autres appellent ça l'intuition, les guides intérieurs. Enfin, voilà. Moi, en tout cas, ma part gardienne, du coup, je ne l'écoutais plus. Donc, du coup, je me sentais paumée. Mais vraiment paumée parce que je me dis, en fait, pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas ta part gardienne? C'est tout ce que tu as toujours fait ainsi. Et en fait, l'école te coupe de ça. Donc, il y a un moment, il faut que tu te reconnectes à ça. Les rituels, c'est bien beau, mais en fait, ça change rien à ta vie. Et au contraire, ça l'alourdit. Donc, faut que tu t'arrêtes, en fait. C'est pas ça, ça ne te convient pas. Le deuxième facteur, c'est mes proches. Mes proches m'ont dit, écoute, t'es quand même, t'es pas très gentil parfois, en fait. T'es dans ta bulle, parfois on peut pas te parler, y a des choses qu'il y a des week-ends entiers que je consacrais à ça, donc du coup j'étais pas forcément avec ma famille, ça commençait à devenir à peser en fait sur ma famille et sur ma vie de famille en fait en général, et je voulais pas de ça. Je me dis en fait si je suis rentrée dans cette école, c'est justement pour me retrouver, non pas pour me couper de ma part gardienne déjà d'une, et puis pas pour, je suis pas censée mettre ma famille de côté en fait. Au contraire, je suis censée la mettre à l'intérieur. Alors certains diront, ils avaient qu'à rentrer dans le Kinintu, sauf que moi j'avais pas envie. C'est, encore une fois, j'ai suivi ma part gardienne qui m'a dit, en fait, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de les faire rentrer. Puis en plus, ils avaient pas envie. Donc clairement, je sentais que c'était pas leur truc. Et puis, le troisième facteur, c'est, je vais le dire, c'est 2 vidéos du fondateur qui m'ont fait, mais juste tiquer, mais à un point... ça a été violent. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? La première vidéo, alors je sais pas si c'est c'est 3 vidéos. La première, elle parlait de, alors je sais pas, c'est pas dans l'ordre chronologique. La première parlait des classes sociales, des différentes classes sociales, des classes sociales, des personnes de classe sociale ouvrière. Employés, classe moyenne, classe bourgeoise, les classes dirigeantes. Et donc en gros, il expliquait dans sa vidéo que les personnes qui sont dans les classes moyennes sont des personnes qui ont du mal en fait du point de vue matériel, et que si elles ont eu du mal du point de vue matériel, c'est parce qu'elles n'ont pas eu dans les vies antérieures suffisamment de conscience, où il leur est arrivé quelque chose, et en gros les classes qui étaient au-dessus, en fait c'est parce qu'elles ont fait des choses bien et que du coup elles ont accès à la matérialité. Et moi ça m'a fait tiquer en fait, parce que je me dis mais je vois des gens de classe moyenne, de classe ouvrière qui ont un cœur absolument magnifique, vraiment, parce que voilà. Et je côtoie moi aussi, dans mon milieu, dans ma vie professionnelle et dans mon milieu aussi personnel, des personnes qui ont de l'argent, qui font partie de la bourgeoisie et certains parfois de classe dirigeante, et je vois bien que ces gens sont complètement déconnectés de leur cœur. Donc moi ça m'a fait complètement tiquer. Et il y avait aussi le fait que de justifier le système pyramidal actuel que moi je combats en fait. Ce système capitaliste, impérialiste et esclavagiste qui nous rend malheureux et qui ne crée que de la souffrance, je peux pas justifier ça par rapport aux consciences. Ça n'a aucun sens. Et paradoxalement, tu m'as dit rapidement en off que tu es aussi rentré en écoutant des discours de Nswadi sur l'esclavagisme, enfin l'horreur de l'esclavage, et la stupidité du capitalisme acharné, et là-dessus il a totalement raison. Et du coup de l'entendre, de ce que je comprends dans cette vidéo, dans quelque chose qui ne résonnait pas, c'est quelque chose qui t'a choqué, qui t'a fait tilt. Il y avait comme une espèce de dissonance encore. L'école est là pour essayer de changer le système, sauf qu'en fait
tu l'acceptes. Ça veut dire, enfin, cette histoire de classe et ça veut dire que tu l'acceptes et que tu l'intègres et que en gros, tu le justifies. Enfin, ça n'a pas de sens. Moi, je ne peux pas justifier un système qui crée de la souffrance à la majorité de la planète, à 99% de la planète. Ce n'est pas possible. C'est pas, ça tique en fait. Et quand souvent il parle de business et qu'il fait du business, etc., ça veut dire qu'il est dans ce système capitaliste et qu'il l'accepte, tu vois, et qu'on n'essaie pas de lutter contre, enfin pas de lutter contre, mais d'essayer de créer autre chose. Et moi, ça me plaît pas, ça me plaisait pas, ça m'a vraiment, cette vidéo, j'ai pas compris, il y a un truc qui va pas. Et les 2 autres vidéos, du coup? Alors, la deuxième, c'était, l'école avait été attaquée, je crois que c'est par ta chaîne d'ailleurs, il me semble que ça doit être par ta chaîne, ou peut-être par une autre personne, j'en sais rien. Et il a fait une vidéo dans laquelle il explique qu'il va envoyer Ngaloufoua Loufoua contre cette personne et demander à Ngaloufoua de prendre ses enfants. Mais là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment quelqu'un qui prône le Zola peut dire une chose pareille? Surtout qu'en fait, dans sa vidéo, il dit que tu critiques... c'est peut-être... Oui, voilà, c'est peut-être pas toi ou une autre personne que ces personnes critiquent Nkosi et Ngaloufoua et PV Walongo, alors que ce n'est pas vrai. C'est pas ça, on critique lui. C'est pas les consciences qui sont derrière. Et de vouloir, en fait, la mort de quelqu'un parce qu'elle te critique, mais ça n'a aucun sens. Et puis, ne parle pas de Zola si tu as cet état d'esprit. C'est impossible, en fait. Moi, ça m'a heurté. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut dire un truc pareil? J'étais choquée. J'étais extrêmement choquée. Et la troisième vidéo, ça correspondait, en fait, à un extrait de la RIC Allemagne. En fait, ils faisaient des petites vidéos sur ce qui se passait pendant la RIC Allemagne. Et à un moment, en fait, il explique que il travaille plus, qu'en fait, il fait plus rien, qu'il fait plus qu'il suit plus les Kiss Ebb, et que en gros, d'autres personnes le font à sa place, et que lui, en fait, l'argent rentre tout seul, tweak, tout seul. Ça rentre, et il a rien à faire. Et hop, je sais pas, ça a été comme une espèce de déclic dans ma tête. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? C'est en gros, c'est quand même curieux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après, il avait retiré sa vidéo. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il avait retiré sa vidéo. Et en fait, j'ai compris. S'il retire sa vidéo, c'est parce que les gens voient en fait qu'il fait ça aussi pour l'argent. Que ce qu'il fait, c'est pour pouvoir avoir son compte bancaire qui se remplit en fait, tout seul, sans rien faire. Parce que du coup, on comprend, en regardant cette vidéo, que l'école est une source de revenus pour lui. Voilà ce que c'est. Voilà ce que ça veut dire. Et moi, ça m'a heurté. Je me dis, attends, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Donc tu as cette prise de conscience qui est arrivée. J'imagine que c'est pas facile et que tu passes par plein d'étapes. Tu m'as dit rapidement que tu as passé plusieurs années à suivre l'école, les cours, etc. Donc j'imagine que c'est compliqué. Qu'est-ce que tu te dis de se dire peut-être que tu t'es trompé? Alors, je dirais pas que je me suis trompée, parce que, sincèrement, le contact que j'ai eu avec certains gars était sincère. Parce que j'ai senti que ces personnes, déjà, elles m'ont fait du bien, mais elles m'ont fait du bien parce que c'était des personnes qui faisaient ça avec leur cœur. Donc, voilà, je vais pas jeter tous les gars, toutes les personnes qui sont dans le Kimoto. Il y a vraiment de très belles personnes. Vraiment, j'ai rencontré de très belles personnes, mais c'était trop pour moi. Toutes ces choses-là, c'était beaucoup trop pour moi. Il fallait que j'arrête. Quand j'ai arrêté, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté les rituels et tout ça, et je me suis dit j'ai essayé de regarder ce que ça faisait, en me disant, est-ce que si j'arrête les rituels, les boucliers et compagnie, est-ce que ça va faire quelque chose? Est-ce que je vais me faire attaquer et tout ça? Il s'est rien passé.
j'ai pas eu d'attaque. Ma vie a été beaucoup plus légère. Et en réalité, si c'est aussi simple que ça, ben en fait, les informations que je cherchais sont venues directement à moi. Notamment le fait que j'ai pas besoin de bouclier dès lors que... Enfin, c'est pas que j'ai pas besoin de bouclier, c'est que le bouclier, je l'ai déjà. Il est déjà là. Et en agissant avec mon cœur, en faisant les choses, en étant en connexion avec ma part intérieure, avec ce qui est à l'intérieur de moi, mes guides qui sont à l'intérieur de moi, je ne crains rien. Je ne crains strictement rien. Parce que justement, en restant connecté à son cœur, à soi, à son vrai soi, en fait, il se passe rien, en fait. Vous êtes bien. Enfin, je me suis en fait reconnectée à moi-même, à mes envies, à ma joie, et j'ai coupé avec cette lourdeur des rituels. C'est étonnant parce qu'en fait, tu racontes que tu t'es reconnecté à ton vrai toi, alors qu'en fait, l'école elle-même te dit qu'elle va te reconnecter à ton vrai toi qui n'est peut-être finalement pas ton vrai toi. Parce que c'est une école, en fait. Enfin, on dit que c'est une école. Si c'est une école, ça veut dire que je suis pas censée y rester. C'est-à-dire que j'apprends ce que j'ai besoin d'apprendre, je prends ce dont j'ai besoin au moment X, au moment T, je rencontre les personnes dont j'ai besoin et avec lesquelles j'ai gardé contact. Pour la plupart sont partis de l'école d'ailleurs. C'est une école. C'est soi-disant une école. Je suis pas censée y rester trop longtemps. Et c'est peut-être le fait d'y être restée aussi longtemps qui fait que je me suis sentie à un moment, il fallait que je m'en aille en fait, tout simplement parce que il y avait trop de choses qui ne correspondaient plus à ce que j'étais. Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti d'autre quand tu t'es arrêté Est-ce que ça s'est arrêté en un claquement de doigts? Ça s'est pas fait dans un claquement de doigts. Donc au début, j'ai fait en premier lieu l'arrêt des rituels pour voir ce que ça donnait. Je vais pas vous cacher, franchement, je vais pas mentir, au début, j'étais un peu perdue parce que comme on a un rythme spécifique, parce que vraiment, du coup, ça rythme votre vie. C'est-à-dire que le cerveau aime beaucoup la routine. Donc j'avais mis en place une routine que mon cerveau, en fait, avait commencé à s'habituer à accepter. On sait très bien comment fonctionne le cerveau aime la routine. Donc quand on retire une routine, c'est compliqué pour le cerveau de dire mais attends, je suis où, qu'est-ce que je fais, etc. Donc ça n'a pas été tout de suite simple. Ce n'est qu'après, au moment où je me suis vraiment reconnectée à moi, où les choses se sont vraiment mises en place. Et ensuite est venue la colère au fond de moi. Parce que je me suis dit, mais en fait, t'as perdu beaucoup de temps, t'as perdu de l'argent, et en plus tu t'es déconnecté de toi-même. Comment t'as pu te trahir toi-même, c'est-à-dire te déconnecter de ton moi profond, de ton intuition, de ta part gardienne, comment t'as pu te faire ça en fait. Parce que heureusement moi ça n'a pas eu trop de dégâts, mais en parlant avec d'autres personnes qui sont parties de l'école, ça a mis des pagailles monstrueuses dans certains couples, dans certaines familles. Ça a mis des gens dans des difficultés financières parce que sincèrement les RIC sont chers, hein. C'est pas donné. En plus quand on est dans la RIC, on vous propose toujours des t-shirts, des machins au logo de l'école qui sont pas donnés non plus. Donc en gros tu ne fais le panneau publicitaire. Mais ça c'est autre chose dont je parlerai après. Donc ouais, je m'en voulais, en fait, je me sentais un peu honteuse, j'avais ce sentiment de culpabilité parfois de pas m'être bien comportée avec les membres de ma famille, d'avoir perdu de l'argent pour rien. Et est-ce que tu t'en es voulu? Qu'est-ce que tu disais par rapport au fait que tu n'aies pas vu, tu comprends tout ça après coup, mais comment tu disais, mais tu disais quoi, comment j'ai pas vu ça avant, qu'est-ce que tu disais? Alors, à un moment j'ai voulu comprendre justement effectivement pourquoi est-ce que je n'ai pas vu et pourquoi en fait
pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans cette situation-là, à faire des choses qui correspondaient pas à ce que je suis au plus profond de moi. Et j'ai commencé en fait à regarder des vidéos, notamment les tiennes, et une autre chaîne qui s'appelle Être ou Paraître. Et j'ai commencé à comprendre en fait que j'étais manipulée, tout simplement, qu'on a manipulé en fait. J'avais un besoin, un vrai besoin de reconnexion, de compréhension, d'information, et que ce besoin-là en fait a servi à financer les caisses de quelqu'un, en fait, tout simplement. Voilà, parce qu'on est nombreux en fait. De mélanodermes à se sentir paumés dans ce monde dans lequel en fait on nous ment, on nous maltraite, on subit le racisme, c'est pas évident. Et certaines personnes, dont le fondateur, utilisent en fait ce besoin pour pouvoir en fait manipuler les personnes et s'enrichir tout simplement. Et avoir du pouvoir. Et ce n'est qu'en visionnant certaines vidéos et en visionnant et en essayant de comprendre en fait les mécanismes de manipulation que j'ai compris que j'ai moi-même été manipulée. Et que le piège était vraiment bien tendu. Toutes ces vidéos m'ont permis de comprendre qu'en fait j'avais affaire à un marchand de spiritualité en fait, qui utilise des techniques de marketing pour nous vendre en fait ses produits. Et il y a certes des différentes techniques de marketing, mais il y a aussi des techniques d'emprise mentale. J'ai compris qu'il y avait aussi des techniques d'emprise mentale qui avaient été mises en place et d'hypnose, et qu'en réalité quand je faisais tous ces rituels qui envahissaient ma vie, en fait ça me maintenait sous emprise. Parce qu'elle crée une habitude, et comme notre cerveau en fait aime les habitudes, elle finit par le réclamer en fait ces habitudes, et donc c'est comme un cercle vicieux. On a du mal à en sortir en fait, parce qu'il explique bien qu'il faut répéter, refaire, pratiquer, sauf que cette pratique en fait crée en fait vraiment une routine dans le cerveau, routine que le cerveau aime. Le cerveau il aime beaucoup en fait, on aime beaucoup que des choses en fait dans lesquelles en fait on est rassuré. Voilà, parce qu'on le fait, on est rassuré. Un peu comme des tocs en fait. Et puis il y a aussi, là c'est par contre c'est moi qui l'ai compris, en me posant, etc. J'ai compris qu'en fait il y avait aussi notre énergie qui était canalisée, et que notre énergie était toujours canalisée vers l'école. Parce que dans chaque rituel, dans les images utilisées, dans les cours lus, il y a partout le logo de l'école. Dans la takia, on met le logo de l'école. Quand on fait le kiseb, il y a le logo de l'école. On nous ancre le logo de l'école dans chaque rituel. Et en fait, cette énergie, en fait, elle vient de nous. C'est notre énergie que l'on canalise vers l'école. Et en fait, on transfère notre énergie vers l'école. Et par conséquent, c'est notre énergie qui alimente l'égrégore de l'école. C'est notre énergie à nous qui alimente l'égrégore de l'école. Et on se dépouille de notre énergie pour donc alimenter l'égrégore de l'école. Et ça nous maintient sous emprise et sous hypnose. Voilà. Si c'était vraiment une école initiatique, comme je le disais, on y passerait quelques mois, on apprendrait un enseignement, puis on repartirait après continuer notre chemin, notre cheminement. Mais là, en fait, l'emprise est telle que l'école, en fait, c'est plus une école, ça devient c'est devient une maison, je vais parler très franchement, ça devient une secte, en fait. On est dedans et on n'en sort pas. Parce que, justement, on continue tout le temps de canaliser pour alimenter l'égrégore de l'école. Et je me suis dit, pourquoi c'est si problématique d'en sortir? Pourquoi on est stigmatisé, notamment quand on en sort? C'est parce que quand on en sort, on n'alimente plus l'égrégore de l'école. Et si on n'alimente plus l'égrégore de l'école, l'école elle tombe. Et puis on l'alimente pas forcément que par l'énergie, on l'alimente aussi de manière financière. Quand on sort de l'école, on la finance plus.
Donc, il n'y a plus de revenus qui rentrent. Il faut se dire les choses, hein, parce que les conférences à rallonge, les cours à rallonge qu'on nous donne comme ça au compte-gouttes pour créer un sentiment d'attente, de manque et de rareté, et puis créer aussi cette illusion que c'est compliqué, parce qu'en fait tout est fractionné, donc on explique que voilà que c'est compliqué, que c'est pour ça que c'est fractionné, soi-disant pour la bonne compréhension et la bonne digestion. On découpe tout en petits morceaux, mais bien évidemment ces petits morceaux ils sont payants, hein. On reconnaît quand même bien la promesse qui est un peu propre à tous ces mouvements, en fait. C'est sans fin, il y a toujours des cours, des initiations, on a l'impression, un peu comme l'église de Scientologie ou d'autres mouvements. Enfin là, ça fait penser un peu à ça. Après chaque initiation, il y a toujours une autre initiation qui se crée. Là, c'était après l'initiation, après Larry Kalman, ou je sais plus quoi, Kintuni. Après Kintuni, il y a eu la méthode Boo. Après la méthode Boo, il y aura autre chose. Au départ, il y avait Gataki. Ensuite, en fait, tout est fractionné. Tout est tac, 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 bien fractionné. De manière à ce que, en fait, ça n'en finisse jamais. C'est-à-dire que les cours sont à l'infini. Les conférences sont toujours tout le temps coupées. Hein, c'est jamais. Je me suis rendu compte aussi que certaines conférences que j'ai moi écoutées, en 2 conférences, ça aurait suffi en fait à expliquer. Mais non, non, on va la découper en 6. 6 fois 25, ça fait multiplié par je ne sais combien de personnes qui les prennent. Ça commence à chiffrer en fait. Donc après, la partie financière n'est pas que il n'y a pas que la partie financière, il y a aussi la partie énergétique. On donne notre énergie, notre temps à une école qui, en réalité, en tout cas, pour ma part et pour la part de beaucoup de gens, n'apporte rien au quotidien. Parce qu'on se dit quand même, il y a plein de gens dans l'école qui y rentrent parce qu'ils pensent, ils ont vraiment envie d'aider. Enfin, c'est de bonnes personnes qui ont envie d'aider. On sent qu'ils ont envie de faire quelque chose pour la communauté, qui sont là pour un but, pour faire avancer les choses. Mais en fait, est-ce qu'ils le font? Mais non, en fait. En fait, on utilise ce besoin de reconnexion, ce besoin de... je parle surtout les frères antillais qui ont ce besoin de reconnexion, parce qu'en fait, on les a arrachés en fait de leurs racines africaines. Y compris nous autres, certains connaissent même pas leur langue ni pas leur religion mais leur tradition. En fait, ils utilisent ce manque pour faire un business, Et il y a eu des promesses qui ont été faites. Je ne sais pas en fait qu'est-ce qui est fait de cet argent. Est-ce que cet argent est utilisé pour des orphelinats? On n'en sait rien. Et si c'était le cas, on le saurait. Or, c'est pas le cas. On ne sait pas où va cet argent. Enfin, bon, je me doute où il va, mais voilà. On pourrait faire de très belles choses avec cette envie, en fait, de se reconnecter, cette envie d'unité de notre peuple. Hein. Vraiment, on en manque de ça, on voudrait, mais de voir qu'en fait, qu'il y a des marchands de spiritualité sur notre chemin qui nous empêchent, en fait, de faire ce travail vraiment de reconnexion et d'unité, ça me désole en fait, ça me fait mal, ça me fait vraiment de la peine en fait, parce que je l'ai dit, j'ai vu de très belles personnes qui avaient pour but de faire ça en fait, d'essayer d'aider en fait notre peuple même à créer une nouvelle société, une nouvelle en dehors du capitalisme, en dehors de l'impérialisme, vraiment créer quelque chose de beau. Je dis pas ça parce que je suis pas dans l'utopie. Je sais que c'est possible. Je le sens en fait, et je sais que je suis pas la seule à le sentir. Aujourd'hui, on est dans l'ère du Verseau. Les personnes comme le fondateur de l'école qui n'utilisent pas en fait
leur réseau, entre guillemets, leur capacité à unir pour créer quelque chose, c'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Et du coup, il y a de quoi être déboussolé, parce que voilà, j'imagine que tu as tes propres croyances. Cette école arrive avec des croyances qui sont mêlées avec une sorte de, oui, enfin, d'emprise, de brouillard. C'est assez compliqué de démêler tout ça. Et du coup, est-ce que toi, ça t'a désarçonné par rapport à tes croyances, quelles qu'elles soient? Tu en es où? Alors, une chose est sûre, je ne retomberai jamais dans les religions, ça c'est une certitude, parce que ça par contre, j'ai vraiment fait une croix dessus, et surtout, en fait, ça ne correspond pas à ce que je suis, c'est surtout, en fait, bon, finalement, je me dis que finalement, si je suis tombée dans l'école, c'est peut-être aussi parce que je devais apprendre quelque chose, et ce que moi j'ai appris, c'est que en réalité, tout est à l'intérieur de nous, tout est déjà, en fait, en nous. Et c'est pas de la croyance, c'est-à-dire que je le ressens au plus profond de mon être. À partir du moment où on se reconnecte à ce qu'on est à l'intérieur, lorsqu'on ne se découpe pas, on ne se coupe pas, déconnecte pas de sa part cardienne, de son sixième sens, son intuition, enfin on peut l'appeler comme on veut, on sait qu'on est sur le bon chemin. Et je ne remets absolument pas en cause les visions que j'ai eues, les trans que j'ai eues. Je l'ai ressenti moi en fait, et je ne permettrai personne de le remettre en cause, mais si j'ai ressenti ça, si j'ai eu ces trans, c'est parce que je me connectais à moi-même. Ce n'est pas l'école qui m'a permis ça, c'est parce qu'une partie de moi se reconnectait, et c'est cette même partie de moi qui se reconnectait qui m'a dit ça suffit, il faut que tu arrêtes, et je l'ai écouté. Et ce dont tu t'es aperçu et ce que tu expliques maintenant et ce qui est expliqué par d'autres, comment tu expliques que ce ne soit pas audible pour ceux qui sont encore dans l'école? Parce qu'ils sont sous emprise. Et que c'est très... Et que ma chance à moi, c'est qu'en réalité, je me suis pas coupée de mon intuition. Et puis surtout, j'avais pas mis mes deux pieds dedans. J'avais juste mis un pied dedans. Et le fait de ne pas mettre mes deux pieds dedans m'ont permis en fait d'en sortir. Mais c'est compliqué parce que certaines personnes qui rentrent dans l'école sont des personnes qui ont des... C'est pas mon cas. Qui ont des traumas vraiment importants. Et l'école est comme une béquille pour eux. Quand ils tombent sur des personnes vraiment qui leur font du bien, certains gars, c'est un refuge. Et puis il y a le phénomène du rituel, comme je l'ai dit, le fait de toujours en fait donner notre énergie à l'école fait que c'est comme un cercle vicieux. Ça, c'est difficile d'en sortir. C'est comme si on était comme un hamster dans le roue comme un hamster dans une roue. En fait, c'est compliqué d'en sortir. C'est vraiment très compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, pour quelqu'un qui n'a pas soigné ses traumas et qui en fait considère l'école comme une famille, parce qu'il y en a certains qui considèrent l'école comme une famille parce que leur propre famille est toxique ou qu'ils ont eu des problèmes, je sais pas moi, d'agression sexuelle, d'alcoolisme, de violence conjugale. L'école peut être une sorte de refuge, sauf que c'est quitter une prison pour en prendre une autre en fait. Ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a quand même plus d'une dizaine de gars qui sont partis, qui ont quitté l'école, dont certains piliers, des gens très appréciés, qui étaient très investis. On a vu une réaction complètement disproportionnée, aberrante, honteuse du fondateur. Qu'est-ce que toi, ça t'a inspiré? Plutôt des bonnes choses en fait. Dans le sens où il se montre tel qu'il est en fait. Et cette absence d'humilité que j'avais déjà sentie
elle se révèle au grand jour. Je lui ai dit, ce qui est difficile, c'est que comme dans l'école, il y a des gens qui sont vraiment sincères. Peut-être que ça va les réveiller. Peut-être que justement l'emprise, si elle n'est pas trop forte, va leur permettre en fait d'ouvrir les yeux et de voir qu'en fait, il faut qu'ils mettent leur énergie autre part et que il est possible que ces personnes qui justement ouvrent les yeux, qu'on puisse essayer de faire autre chose ou alors de se reconnecter vraiment à ce qu'on est et créer en fait et faire la mission pour laquelle on est venu. Parce que je suis persuadée que chacun a sa place, vraiment, et que ce n'est qu'en étant connecté à l'intérieur de soi, à ce qu'il y a à l'intérieur, que l'on pourra avancer et s'unir. Pour finir, est-ce que tu aurais un message à faire passer à ceux qui sont encore dans l'école ? Pour les personnes qui sont dans l'école et qui commencent à se reconnecter à eux-mêmes, en fait, et qui commencent à ouvrir les yeux, je vais leur dire qu'ils sont pas seuls. Déjà, qu'ils sont, voilà, qu'ils sont pas seuls, qu'on est plusieurs à être comme ça, et que les liens qu'ils ont pu créer via l'école, si ce sont des liens de cœur, ils n'arriveront jamais à être détruits et c'est peut-être ces liens-là qui leur permettront en fait d'avancer et d'accomplir la mission pour laquelle ils sont venus ici. Notamment la mission... en fait, peut-être que l'école servira en fait à nous unir d'une autre manière, pas sous l'influence de l'ego de certains, parce que certains gars se comportent très mal, hein. Je le précise, certains gars se comportent vraiment très très mal, mais moi je crois en fait au cœur, et je sais que ce lien-là, même s'il a été fait via l'école, il est puissant, et il faut y croire. Enfin, c'est même pas il faut y croire, c'est que moi j'y crois, et je sais que en fait, ce n'est pas en vain. C'est quelque chose de puissant, et c'est ce qui nous permettra à tous d'avancer. Bolingo nanga